Alors, bonjour à toutes et à tous. Les réunions n'étant toujours pas possibles pour des raisons sanitaires, nous sommes très heureux de vous accueillir en ligne cet après-midi. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Danielle Kung, vice-présidente du Conseil de fondation de Connaissance 3. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Madame Marlise Pietri et Monsieur Jean-Daniel Murit. La conférence sera un dialogue entre une éditrice passionnée et un professeur de littérature. Deux dates, 1975, Marlise Pietri et trois collègues dames créent les éditions Zoé. Après quelques années, Marlise Pietri reprend seule la direction de la maison. 2011, elle confie la direction de la maison à Caroline Couteau. Entre ces deux dates, une vie de passion, de lutte, de découverte, de rencontres que Marlise Pietri va nous livrer aujourd'hui en répondant aux questions de Jean-Daniel Murit, qui est membre du pupitre de littérature de Connaissance 3. À l'heure où la lecture reste un des rares accès à la culture, je leur laisse la parole en vous souhaitant un bel après-midi et en vous précisant que si vous avez des questions à poser, nous vous demandons d'utiliser le chat qui se trouve au bas de votre écran et des membres du staff de Connaissance 3 transmettront les questions aux conférenciers. Bonne conférence. Merci pour cette présentation. Pour dire quelques mots au départ, je dirais pour qualifier Marlise Pietri, je vais employer trois mots. Verticalité, parce que j'estime que dans son éthique d'édition, elle est toujours restée très droite. Le deuxième mot, ce sera audace, parce qu'avec beaucoup de fougue, elle a découvert des auteurs, elle leur a donné la parole, elle leur a donné de la place. Le troisième mot, ce sera opiniâtreté, parce qu'il fallait beaucoup d'endurance, celle un peu de l'alpiniste qui a fréquenté les cimes autour du Mont Blanc, pour tenir bon et donner à cette maison d'édition une aura et une grandeur qui est reconnue dans tout le monde francophone. Je rappelle quand même que certains de ses collaborateurs et certains de ses auteurs la qualifiaient de lionne. La lionne. Elle ne le sait peut-être pas, mais entre eux, c'est ce qu'ils disaient. Alors, nous allons faire un peu plus connaissance avec Marlise et nous allons parler un petit peu de son enfance au départ, un petit parcours biographique. Votre père était ingénieur et dirigeait les moulins d'orme et vous êtes né dans un milieu d'arbistes. J'aimerais savoir quelle est l'importance de ce milieu et le rôle du livre, de la conscience individuelle dans ce milieu très particulier dont vous êtes sorti. Alors, si je peux me permettre, mais peut-être que je dois le faire tout à l'heure, c'est de dire que le petit historique sur Zoé n'est pas tout à fait juste. Mais j'y reviendrai, hein, parce que voilà, ce ne sont pas 4 femmes qui ont créé Zoé. C'est venu après, c'est devenu un mythe, et on préfère les mythes, d'accord. Mais voilà, donc on y reviendra. Beaucoup de personnes se trompent, c'est même mythe, voilà. Mais alors, donc, quand on parlera de Zoé et des débuts, non, mais c'est très sympathique d'entendre des mots pareils. Oui, je me retrouve un peu peut-être là-dedans. Bon. La lionne, je ne sais pas, je ne savais pas. Mais à propos du milieu, ben, c'est un milieu où la religion et la lecture de la Bible comptait énormément. C'était automatique, on lisait absolument tous les jours et tous en famille. Donc, j'avais le nez dans le texte toute petite et avant de lire, j'écoutais. Et puis, c'est un milieu qui, justement, donne un peu ces sentiments qu'on est tout le temps lié avec quelque chose qui est au-dessus. Voilà, c'est un milieu très exigeant. Je ne le renie pas, je n'y suis pas du tout restée. Je l'ai quitté dès le début de la jeunesse, mais voilà, j'étais là-dedans, oui. Donc, un lieu où l'écrit compte énormément. Alors, parmi ces écrits, on m'a dit, je ne sais pas si c'est un mythe, que vous avez écrit
appris à lire avec Babar. Ah non, c'est vrai. Mais ce n'est pas très original parce que Nicolas Bouvier, je crois bien qu'il a aussi dit ça. Et c'est vrai parce que c'était en cursive. Ah, d'accord. Hein? Et puis j'étais toujours malade petite. Et je savais déjà juste quelques mots en cursive. Et alors, j'ai appris presque seule parce que je voulais connaître l'histoire. Et voilà, dans ma génération. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'apprend plus en cursive. C'est un peu différent, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup vécu avec M. Babar. Après cette enfance, il y a un moment de rupture. Vous partez très jeune pour l'Angleterre, l'Allemagne, je ne sais pas si c'est dans l'ordre, hein. Il y a un goût pour l'allemand manifeste chez vous, pour les États-Unis, le Mexique. Vous avez dit à ce moment-là, je pars pour passer ma vie ailleurs. C'est sûr que je ne voulais pas rester ici. Parce que quand on voyage, on fait des liens différents, on voit des gens différents, on tombe dans des réalités différentes et on est de plus en plus intéressé par la richesse de ce qu'on voit. Donc, j'étais vraiment enchantée de pouvoir partir. Et comme j'ai eu en plus la chance d'avoir des cousins très lointains qui habitaient la Californie, je suis allée habiter chez eux en prenant même un visa d'immigrante et en travaillant là-bas, très jeune, comme n'importe quelle Américaine, alors que j'avais un accent terrible. Mais voilà, donc partir ailleurs, c'est pas qu'on renie ici, mais c'est le goût d'aller dans le monde, d'aller voir les autres, le goût de connaître. Et le monde est quand même d'une richesse époustouflante si on peut y vivre ailleurs et avec des gens. Ensuite, au retour, ce sont des études d'interprète et d'histoire. Alors, interprète, on comprend bien, il y avait déjà la présence des langues, hein, allemand, anglais, peut-être espagnol aussi. Oui, le Mexique, c'était pour vite apprendre l'espagnol en partant des États-Unis, parce qu'en Californie, c'est vrai, il y avait beaucoup de cours d'espagnol. Et puis, je me suis dit, puis en plus, j'avais une amie qui avait de la parenté. Alors, on est allé là, et là, j'ai très vite appris l'espagnol. Et puis, quand même, c'est la seule fois que j'étais dans ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Alors, c'était quand même frappant d'arriver de la Californie, de tomber au Mexique. Et ça, c'était en 59. Hein. Alors, c'est vraiment extraordinaire de tomber là-dedans. Et puis l'altitude, parce que Mexico, c'est quand même c'est très, très haut. Ouais. L'altitude, toujours l'altitude. J'ai parlé de verticalité au début, on la retrouve. Hein. Des études d'histoire aussi. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté, ces études d'histoire? Eh bien, je crois qu'être interprète, j'ai compris que ce n'était pas pour moi, parce que c'est aller écouter des conférences internationales, sa petite cabine. Je me suis quand même rendu compte que les interprètes étaient presque toujours des bilingues et des gens qui aimaient parler extrêmement vite et changer tout le temps de sujet. Ce n'est pas du tout mon style. Donc, je me suis dit que je n'avais pas d'avenir là-dedans. Et l'histoire, le temps, c'est normal quand on est élevé dans la vie, le temps s'étire et il fallait, voilà, moi j'aime bien comprendre, essayer de comprendre le temps. J'ai eu la chance de tomber à Genève dans le département d'histoire de Jean-François Bergier. Il y avait toute la faculté derrière, mais Jean-François Bergier était un professeur. L'auteur du rapport Bergier. Oui, comme on l'a dit, oui. Le rapport suisse Seconde Guerre mondiale. Voilà. Mais il était quelqu'un qui voyait les choses qui étaient très liées à l'école des Annales en France, c'est-à-dire une école historique qui étudie les rythmes du temps. Donc, jamais on faisait un sujet sur un seul événement, mais sur une série. Pour mon mémoire, je voulais prendre la grève générale à Genève. C'était exclu, il fallait prendre 25 ans de grève. Donc, voilà, c'était quand même une très bonne formation sur le temps. J'étais très contente. Je pensais enseigner, j'ai été assistante après quelques années. Et puis après, hop, loin, j'ai pu faire les éditions. Alors, venons-en, les éditions. Alors d'abord, cassons le mythe. Oui, comment se sont créées les éditions oui, Zoé? parce qu'il y a quelqu'un qui ne serait pas
pas très content. Justement, quand j'ai pensé à ce projet de faire une maison d'édition qui serait un endroit où on a une machine à imprimer et où on fait soi-même le livre. Bien sûr, en offset. Il faut bien comprendre la différence avec la typo. L'offset, c'était ce qui se développait à ce moment-là. Et c'était des machines qu'on pouvait manier. Ce n'était pas facile, mais en apprentissage, on pouvait. Et j'ai connu à Genève un jeune éditeur qui s'était nommé Adversaire. C'est une maison politique. C'était un militant avec qui j'avais milité. Tout ça, c'est l'après 68. Et il a créé une maison politique comme ça, qui s'est appelée ensuite Grunauer, Adversaire et Grunauer. Je me suis dit, c'est possible, mais moi, je ne veux pas faire des textes politiques, ça suffit, c'est fini. On a milité des années, je veux des textes qui disent des choses plus importantes. Et alors, je me suis dit, j'ai vu cette personne, et on peut acheter une machine, on peut faire ça. Et j'en ai parlé à un collègue qui était assistant dans la même faculté. J'ai dit, moi, je fais ça. Il m'a dit, moi aussi. Bon, alors on est parti. C'était Xavier Comtesse, quand même que je donne son nom. Et puis, on était tout à fait d'accord. On a acheté une machine, donc une grande offset, une composeuse qui n'avait une mémoire que 4000 signes. Donc, c'est épouvantable. Il fallait ressortir le texte et après, si on trouvait des fautes, il fallait refaire une ligne avec les bons mots et les corrections. Elle a collé à la main. Ensuite, on prend une photo de ça, parce que l'offset, elle part de la photo, et on met ensuite ces photos montées sur une plaque, et ensuite, on conduit la grande offset. Et on ne savait ni l'un ni l'autre faire ça, et on a commencé, on a sorti 3 livres ensemble. Évidemment, il était l'homme, il savait mieux faire la technique, donc moi, j'ai fait tout, sauf la grande machine offset. Puis au bout d'une année, il m'a dit, non, moi, ce système comme ça ne m'intéresse pas. Il faut dire qu'on était dans un garage parce qu'il vivait dans une communauté. C'était l'époque des communautés. Alors, il m'a dit, on peut avoir le garage. Alors, moi, j'ai investi pour acheter une machine, puis lui, il prêtait le garage. Au bout d'une année, il trouvait que cette méthode, qui pour moi était essentielle, c'est-à-dire de tout faire, de choisir, de faire la composition, page après page, de coller les pages, de les mettre en photo, de les sortir, et ensuite de faire la promotion. Et lui, il m'a dit non, beaucoup trop dense. Pour lui, c'était fini. Le système était épuisé en une année. Alors, il m'a dit, on fait autre chose. Je lui ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, je continue. Et j'ai continué. Et donc, j'ai appris à utiliser l'offset. Et très rapidement, j'ai rencontré, j'en ai parlé à 3 femmes que je connaissais un peu plus jeunes que moi, qui étaient à l'université, et qui n'avaient pas tout à fait fini leurs études, qui étaient au stade du mémoire. Et puis, elles m'ont dit, « Oh, mais bien sûr, on vient. » Et c'est comme ça qu'on a été les 4, avec, surtout 3, une autre qui était, il y en avait 2 qui étaient bilingues quand même, allemand-français. Et on a commencé à choisir ensemble les textes, et notre principe, c'était que chacune pouvait choisir un texte, et que s'il n'y avait pas de veto, on l'éditait. Donc, nous étions contre la division du travail. Ça, c'est très important. C'est le syndicalisme étudiant des années 60, où on dit on ne veut pas qu'il y ait un patron qui dirige, ensuite quelqu'un qui fasse la gestion et quelqu'un l'exécution. On doit abolir ces 3 catégories, et nous l'avons vraiment fait. Et le résultat, c'était étonnant parce qu'on a eu 2 gros succès dans les 4 premières années. Nicolas Mayenberg, reportage en Suisse, et puis Pipe de terre et pipe de porcelaine, le maintien de la mouille. Et comme personne ne nous connaissait, nous étions absolument des petites dans un coin. On était encore dans un garage, un autre garage près de chez moi. Le Péchier, le garage de À Péchier. l'avenue Péchier, c'était aussi une communauté qui nous louait le garage. Et alors, on n'était absolument pas connus du milieu littéraire et du milieu éditorial, mais comme on a eu 2 succès et que les photographes sont venus et qu'ils ont vu 3 à 4 femmes avec des machines, alors le mythe était, d'ailleurs c'était très drôle, depuis là on avait toujours des photographes qui venaient voir comment on travaillait. Et c'est typique, donc le fait d'être femme ne m'a absolument pas
gêné, il m'a plutôt Au contraire. rendu service. Enfin, rendu service, non, mais je veux dire, voilà, c'est plutôt dans la politique professionnelle, là, les autres hommes. Non, là, ils étaient vraiment, c'était le pouvoir. Là, je voyais très bien ces oppositions. Mais alors, dans notre travail, c'était fantastique et on a maintenu ces principes et on est quand même restés ensemble 7 ou 8 ans. Voilà. Elles ont été fatiguées, elles ont quitté. Alors, pour Pipe de terre et Pipe de porcelaine, je signale que le Matricule des anges, qui est comment est-ce qu'on dit, un mensuel littéraire, vient de reparler de ce texte dans le numéro du mois de mars de cette année. Alors, je voulais prendre la couverture ici, il vient de ressortir. Ah, d'accord. Même dans une version originale, comme fait Zoé des fois, de prendre des textes, les sortir en poche, ils refont une nouvelle version originale. Et il y a une Française spécialiste des mémoires, de l'histoire et des mémoires populaires qui a fait une préface. Et je ne savais pas qu'ils en avaient parlé. Il faut que j'aille à la maison d'édition pour regarder la presse. C'est à ça que servent les entretiens. C'est bien, exactement. Je vais vite aller chez Zoé demain et demander ça. Je suis contente parce que le Matricule des anges est un journal qui nous a beaucoup suivis, qui a fait beaucoup de choses sur Zoé, énormément. Un journal français. Et Pipe de terre et Pipe de porcelaine, oui, même aujourd'hui, peut avoir... Enfin, disons que, je voudrais me dire ce que c'était. C'était une femme qui, entre 1920 et 1940, a été employée de maison, d'abord dans le canton de Vaud chez des aristocrates, et puis à Genève chez des bourgeois. Et le petit-fils des derniers patrons, Luc Weber, c'est lui qui a édité le livre, édité dans le sens, pris le texte en compte, établi le texte. C'est à lui que cette femme a raconté ses 20 années en tant que domestique. Et donc, elle était très motivée pour lui raconter ça parce que c'était la famille de ses anciens patrons. Et cette femme qui a toujours voulu écrire, qui ne pouvait pas écrire, c'est normal, il n'y avait pas de raison. Elle parlait, je vous assure, quand ici, elle aurait tenu, tout le monde aurait été suspendu à ses lèvres. Parce qu'elle savait raconter toutes les anecdotes importantes de sa vie comme si elle les écrivait. Donc, c'était de l'oral écrit. Et c'était tellement bien découpé, tellement bien fait, Luc Weber a presque tout pris, que ça a eu un succès absolument extraordinaire et que nous avions le plaisir que quelqu'un puisse accéder comme ça à transmettre sa vie, alors que ce n'était pas écrit, c'était oral, mais c'était devenu un livre. Alors, puisqu'on parle de Luc Weibel, juste 2 mots, il vient de publier un livre qui s'appelle Le lecteur discret, qui est sorti en 2020, et je lis juste un petit passage. J'eus donc accès au garage qui servait d'imprimerie à Zoé dans un vaste chalet de Champel qu'on appelait la commune Péchier. Je fus d'emblée séduit par les 4 imprimeuses et par le style de leur entreprise. Au moment de mon retour à Genève, j'avais participé quelque temps à la rédaction d'un magazine contestataire intitulé « Tout va bien ». Ce journal était une affaire d'hommes. Il y régnait un ton de camaraderie virile, mais qui m'ennuyait un peu. À Péchier, l'atmosphère était plus subtile, tout en nuances. On y était moins politique, on y était plus sensible aux aspects culturels de la contestation. Et puis, chacune incarnait une vision particulière de la vie, et de la vie en général. Marlise alliait finesse et décision. Voilà. Eh bien, je n'ai pas tout lu le livre, il me l'a donné. C'est fantastique d'entendre ça. Et voilà, parce que Luc Weber croit vraiment à la littérature. Il a étudié chez Barthes dans son séminaire. Il croit vraiment à la littérature comme une mémoire, hein, et il ne croit pas au romanesque. Alors voilà. Une question encore, le nom Zoé a-t-il été choisi en groupe ou Marlise a-t-elle choisi le nom? Non, avec Xavier Comtesse, ça s'est vite réparti comme ça. Il a choisi le nom de l'imprimerie et j'ai choisi le nom de l'édition. Et il a appelé Imprimerie du Garage. On avait fait un semblant de contrat. Ce n'est pas aujourd'hui où on doit tout fignoler. C'est une époque moins juridique.
Et puis moi, j'ai dit, alors tu choisis, et il a choisi ça. Et moi, j'ai choisi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux choisir? Et vraiment, je me suis un peu torturée. Et finalement, je me suis dit, mais je ne peux pas choisir un nom parce qu'une femme, elle n'a pas de nom. Elle en a beaucoup trop. Alors, on ne peut pas en choisir 2, 3, 4. Et puis, ça implique le nom de l'autre. Je ne peux pas choisir. Alors, l'âge d'homme, je dois vous dire, pour moi, c'est un bloc, quoi. Je ne pouvais pas choisir une chose aussi extraordinairement significative qu'un nom comme le Seuil qui existait déjà ou l'âge d'homme. Ça me paraissait trop écrasant. Je me suis dit, il n'y a qu'une chose à faire, c'est prendre un prénom. Et imaginez que j'ai pris Zoé sans savoir que ça voulait dire la vie. Donc, c'est le nom qui m'a choisi. C'est comme ça que je veux dire. C'est tout. Et j'ai choisi Zoé. Évidemment, c'est un très bon nom. Oui. Non, mais je ne le savais pas. Et c'est graphiquement, c'est bien. Oui. Et Caroline Couteau, je suis très contente, en fait. C'est un très beau graphisme avec le nom et tout. Et donc, le nom est tombé comme ça. Hein? D'accord. Et puis, lui, son imprimerie du garage, après, c'était toute une sorte de société. Et c'était les éditions Zoé. Alors, après 8 ans de collaboration, entre 75 et 83, voilà Marlise seule aux commandes. Et j'ai repris une parole qu'elle dit dans un entretien, « J'étais comme le mulet au bord du précipice. » Ah oui. J'aime beaucoup la montagne, donc je prends comme toute bonne Suisse, je prends des métaphores de la montagne. Et le mulet me paraît très attrayant parce qu'il est extrêmement têtu. Je suis probablement un petit peu têtue, mais il faut être têtu dans ces métiers. Et puis être au bord du précipice, là, c'est normal parce que on ne se rend peut-être pas compte qu'une entreprise, aujourd'hui comme avant, c'est quelque chose d'extrêmement qui peut être détruit en 6 mois, toujours. Alors, on est toujours à côté du précipice financier. C'est ça le précipice. Alors, ces finances, justement, comment est-ce qu'on finance? Parce qu'un livre, il peut marcher, tant mieux, mais en Suisse, l'édition, on n'est jamais à 100 ou 200 000 exemplaires. Hein. Comment est-ce qu'on finance une entreprise comme celle-ci? Mais c'est tout à fait différent aujourd'hui et avant. Aujourd'hui, on essaie de trouver des gens qui vous aident comme on aide les gens pour les startups. On appellerait ça une startup. Hein. Et puis, on réunirait des fonds, etc., etc. À l'époque, et puis les institutions aujourd'hui sont très désireuses qu'il y ait des maisons d'édition. Ce n'était pas tout à fait le cas à l'époque. Donc, nous avons fait un peu comme les éditions Grunauer. Moi, j'avais de quoi acheter les machines. Et puis, justement, on les avait mises dans un garage. Alors, on a acheté une composeuse, mais c'était extrêmement cher à l'époque. Beaucoup plus cher que les ordinateurs d'aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup plus. Et puis, acheter la machine d'imprimerie qui a quand même imprimé pendant 10 ans. Voilà. Et puis, une fois que les 3 choses, il y avait d'autres machines encore pour exposer les plaques et puis un laboratoire photo. Et puis après, entre-temps, non, mais j'étais déjà avec Maxime Pietri et je lui ai dit, tu m'aides quelques années, mon salaire ne va pas tomber. Et il m'a aidé assez longtemps. Mais un jour, j'ai pu aider. Beaucoup plus tard. Voilà. Donc, c'était comme ça. Et puis aussi, une fois, il m'a dit, au bout d'un certain nombre d'années, peut-être maintenant, il faudrait quand même sortir un salaire. Voilà. Et puis les autres, elles étaient encore un statut d'étudiante. Et de toute façon, on avait aussi un partage. Celle qui avait moins recevaient un salaire. Voilà, plus important. Donc, très idéaliste, mais ce n'était pas idéaliste dans le sens que c'était vraiment réaliste. On le faisait comme ça. On le vivait comme ça. C'est l'histoire d'une vie. Ce n'est pas du tout un projet intellectuel. D'accord. Alors maintenant, j'ai une question que beaucoup de gens se posent. Éditer, c'est un métier, mais c'est un métier mystérieux. Comment est-ce qu'on choisit? Pourquoi est-ce qu'on choisit tel auteur? Comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que, je dirais, les arcanes de l'édition? Bon, justement, l'éditeur, il n'est pas sur la scène, il est derrière. Et l'éditeur aime être derrière. Et alors, j'ai toujours dit que la chose la plus importante, c'était la sensibilité. Parce que la chose numéro 1, c'est de choisir un texte. La deuxième chose, c'est de suivre la fabrication, que le livre
soit bien, soit juste, soit bon, etc. Et la troisième chose, très importante, c'est la diffusion. C'est tout le fait de vendre les livres, c'est d'avoir une bonne diffusion, si possible aussi loin que possible. Alors maintenant, choisir qui est quand même la chose qui marque une maison de livres, eh bien, quand on était 3, chacune lisait des choses, chacune choisissait. Et puis après, eh ben, je choisissais des choses que j'avais reçues, ou bien j'ai cherché, parce que Mayenberg, dès qu'on en a entendu parler, une de mes collègues, Michel Fleury, qui était de langue, enfin bilingue, allemand-français, il a dit qu'il faut absolument publier Nicolas Mayenberg. Hein. C'était un reporter avec une grande plume qui était extrêmement critique envers la Suisse, mais il avait une vraie plume qui arrachait. Et qui, par exemple, son portrait de la ville de Fribourg, on dit que c'est le plus beau portrait qui a jamais été fait sur la ville de Fribourg. C'était à propos du coureur automobiliste Jean Siffer. Alors, bon, alors c'est choisir des plumes. Donc, moi, je crois que aussi bien Sabina Agatha Vidor, Michel à partir du moment où vraiment, et moi, ça a été comme ça toute ma vie, j'aimais vraiment un texte et je voyais que ça valait la peine. Alors, bien sûr, que dès qu'on choisit, on voit tout de suite quelles possibilités on a ou non de le transmettre. Et c'est là qu'on doit faire parfois des arrangements sur le moment où on va sortir le livre, comment on va le présenter, etc., etc. Mais c'est quand même pas tellement un mystère, parce que si vous regardez la ligne des livres que j'ai publiés, et si vous regardez ceux maintenant de Caroline Couteau, on voit qu'il y a une autre ligne, même si on a le même sérieux, qui viennent de ce qu'on aime, de ce qui nous passionne le plus. Et pour moi, c'était beaucoup des textes vrais comme Madeleine Lamouille, de gens qui ne pouvaient pas écrire, ou bien c'était des gens comme Mayenberg qui étaient extrêmement critiques, ou bien après, c'est devenu beaucoup d'écrivains de la Suisse alémanique, puisque quand même j'ai un père suisse alémanique d'origine. Et vous avez été une passeuse. J'ai aimé la littérature de langue allemande, et que je pleurais en lisant Les souffrances du jeune Werther très très jeune. Et ça, c'est une relation aux mots. Et puis l'éditeur, eh ben, s'il a aimé et qu'il sait aimer et faire aimer, c'est ça. Mais évidemment, il y a les passages. Il y a d'abord choisir, ensuite faire les contrats, tous les rapports avec l'auteur. Et puis ensuite, c'est aussi, bien sûr, toute la fabrication et ensuite la diffusion. Et c'est là qu'à force de diffuser en Suisse, moi, et nos premiers livres sont allés en France, hein, très facilement, parce qu'on était très politique, on avait des circuits comme ça, pareil. Et puis après, non, on n'a plus pu. Puis après, on a quand même, j'ai quand même publié Nicolas Bouvier, déjà, les poèmes, ça fait 11 ans qu'on éditait, quand je l'ai publié, et puis Jean-Marc Lovet. Alors après, dès que j'ai vu Jean-Marc Lovet, j'ai su que Gallimard ne prenait pas le livre suivant, immédiatement, j'ai pris contact. Donc, c'était le convoi des Polonais Fürst de Jean-Marc Lovet. Alors, dès qu'on est amoureux d'un texte, on peut dire que c'est l'essentiel, mais après, il faut faire tout le travail. Et donc, j'étais extrêmement frustrée entre la 12e et la 18e année de Zoé, c'était le pire. Et plusieurs fois, je me suis dit, moi, j'arrête si je ne peux pas diffuser en France, parce que ça limitait les gens que je pouvais éditer, parce qu'eux avaient envie d'aller en France. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir le marché français? Ben, on n'ouvre pas le marché français, on crée des liens. Voilà, alors on crée des liens. Et moi, je ne suis pas allée chercher. Moi, l'âge d'homme était aussi diffuseur. Et quand même, j'ai vu que de diffuser... Alors, le diffuseur, c'est l'intermédiaire entre un éditeur et les libraires. Il faut un organisme entre les deux. L'éditeur n'envoie pas son livre directement au libraire. Cet organisme, c'est un diffuseur, ce sont des maisons privées, et ils sont parfois dirigés par des gens qui s'impliquent beaucoup dans les livres. Et alors, j'ai appris
par le Salon du Livre de Genève qu'une éditrice africaine n'avait pas de diffuseur en Suisse. Je lui ai dit, moi, je peux diffuser tes livres. Et puis, ensuite, une petite maison française, on s'était rencontrés au salon. Et j'ai commencé par diffuser des gens qui n'étaient pas du tout connus en Suisse. Et puis après, une de ces maisons-là, c'était les éditions de l'Aube, sont entrées dans une maison de diffusion française qui s'appelait Harmonia Mundi, qui était une maison de musique et de livres. Et ils avaient un principe, c'est de prendre que des éditeurs originaux, absolument originaux, qui y croyaient, et de se battre pour eux. Évidemment, il m'a dit au début, vous savez, on essaiera, hein, mais voilà. Mais peu à peu, il a beaucoup respecté Zoé, et c'est comme ça qu'on est entré chez Harmonia Mundi. Et c'était hyper stimulant parce qu'on était quand même entre 15 et 20 éditeurs diffusés. Et nous, comme nous les diffusions en Suisse en contrepartie, nous avions des liens avec tous ces petits éditeurs qui étaient en France. Et c'était des gens absolument passionnants. Et donc, c'était une stimulation générale. Il faut quand même être dans un bain quand on fait quelque chose comme ça. Un bain stimulant. Voilà. Et comme ça, j'ai pu dire à Nicolas Bouvier, ben, voilà, si je prends, j'avais un livre de poèmes, on a essayé de coéditer en France, on l'a fait une fois, mais je voyais bien que le français, qui voulait tout tirer à lui. Et moi, je voulais, moi, défendre. C'était les poèmes, le dehors, la livre de dehors de Nicolas Bouvier. Et ça, je ne voulais pas que le coéditeur prenne tout comme si c'était lui parce qu'il était en France. Alors, quand j'avais les diffuseurs, plus de coéditeurs, c'était nous qui défendions les choses. Et en plus, avec la presse, ça s'est extrêmement bien passé. Il faut y aller et leur dire qu'on aime. Et dans la littérature, il y a toujours d'autres gens qui aiment et qui sont sensibles au fait que vous aimez et qui lisent les œuvres et qui les défendent. Ça se construit quand même sur l'amour du texte. Voilà. Et c'est encore comme ça aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire. Alors, puisqu'on parle de l'amour du texte, parlons de quelques écrivains qui, pour vous, ont été des rencontres manifestes. Vous avez parlé de Jean-Marc Lovet, par exemple, tout à l'heure, qui est pourtant un auteur réputé difficile. Oui, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup à dire sur Jean-Marc Lovet qui vit toujours en retrait de tout, mais quand il écrit quelque chose, c'est essentiel pour lui. Et même si on a l'impression de ne pas comprendre, si vous le lisez à haute voix, vous avez quelque chose en main. C'est quelqu'un qui est extrêmement lié à la nature, et à un monde qui n'est pas tout à fait ici, mais qui est extrêmement important, qui a à faire avec la mort et avec la nature. Hein. Voilà. Et on a eu voilà, des liens assez éloignés, mais quand même, il venait quand il y avait des fois des rencontres. Il était d'accord de parler. Et puis Nicolas Bouvier, quand j'ai lu un de ses poèmes à l'époque, c'était quel journal? C'était le journal de Genève. Et ce poème m'a sauté aux yeux. Alors, au départ, je n'étais pas du tout partie pour publier de la poésie. Mais c'était tellement époustouflant. Et il m'a dit oui. Et bien, moi, j'ai pris mon éditeur, qui était Bertil Galland. Et il avait écrit un nouveau poème. On dit, on fait une nouvelle édition avec un poème nouveau. Et donc, les rapports ont été extrêmement bien. Je n'ai pas tout publié Nicolas Bouvier parce qu'il y avait aussi d'autres éditeurs. On a publié la grande correspondance de ses voyages. Voilà comment ça se passait. Et puis, de temps en temps, un livre arrive simplement par la poste. Un des plus beaux textes que j'ai lu nouveau, c'était quelqu'un qui à l'époque avait 20 ans, qui habite ici à Lausanne, c'est Yvon Faron. Et le titre du texte, c'est Un après-midi avec Wackernagel. Et ce texte m'a tellement saisie. Je sais qu'il avait aussi envoyé un éditeur français, je savais qui, j'avais un petit peu peur. J'ai été la première. Et puis, tout le livre, c'est un monologue de quelqu'un qui est à Bâle, parce qu'il a habité Bâle. C'est quelqu'un qui est debout près de la cathédrale et qui attend son ami. Et son ami, c'est Wackernagel. Et il sort de l'hôpital psychiatrique. Et alors, pendant qu'il attend son ami, qui sort de l'hôpital, il se fait des reproches sur tout ce qu'il n'a pas fait pour cet ami.
et se fait des reproches de plus en plus grands, et au point qu'on finit par croire que c'est lui qui est fou. Hein? Et ce dialogue à la fois sur la folie, sur ce qu'on peut vivre quand on est fou, sur l'amitié dans la folie, j'avais trouvé fantastique. J'ai publié d'autres livres d'Yvan Farron. J'espère qu'il y en aura encore d'autres qui viendront. Ce n'est pas toujours qu'on réussit un premier livre de façon époustouflante. Je suis sûre qu'il reste un écrivain. Il enseigne à Lausanne, au secondaire supérieur. Voilà, mais c'était fantastique de pouvoir faire ça. À part les hommes, il y a quelques femmes aussi qui ont publié. Oui, sur ça, je vais être clouée oui. au pilori. Et d'ailleurs, on a publié pas mal de femmes au début. La plus étonnante, c'était Amélie Plume, parce qu'on était les trois et on lisait son texte. On se disait, mais ça ressemble à rien du tout, mais c'est drôle. C'était le premier. Non, c'est pas, je vais te dire le titre de deuxième qui est Oui, Émile pour la vie. Non, c'est les aventures de Prunette et de son premier amant, je crois. Enfin bref, c'est aussi un langage parlé et mis comme ça sur la page, parfois, même si c'est de la prose, un peu comme des poèmes. Et c'est extrêmement ludique, extrêmement ludique. Ça tombait très, très bien chez nous. Donc, ça a été toute une carrière, elle publie encore. Et puis, Catherine Safonov, où je savais qu'elle n'avait plus son éditeur Bertil Galland. Je n'aurais voulu en aucun cas qu'un autre éditeur prenne son œuvre. Et on a pu avoir son texte. Le premier texte qu'elle a publié après l'arrêt de Bertil Galland. Parce qu'une maison d'édition, son histoire, elle se replace par rapport à une époque. À l'époque, il y avait Bertil Galland et puis il y avait les éditions de l'âge d'homme qui occupaient le terrain. Et on a pu publier beaucoup de Catherine Safonov. Et voilà, j'ai des rapports très étroits, mais c'est des livres extrêmement importants. Et vous avez en main un livre d'Agota Christophe. Oui, alors ça, Agota Christophe, je n'ai pas pu m'empêcher. Il n'est pas paru. Il est paru chez Zoé en 2006, je crois. Et il va reparaître le mois prochain. Caroline Couteau le publie en édition originale parce que Agota Christophe, tout le monde la lisait sa grande trilogie Au Seuil. C'était cette femme venue de Hongrie et qui avait un langage acéré pour raconter l'histoire de deux jumeaux. Et ce langage tellement strict et tellement percutant sur l'aventure de ces deux jumeaux avait fait qu'elle était extrêmement connue, je l'avais lue, et grâce de nouveau au Salon du Livre, on s'est rencontrés, on avait des affinités, mais elle ne pouvait pas quitter le Seuil, vous comprenez? Sauf qu'elle m'avait promis pour la petite collection Mini Zoé, je voulais un texte de chaque auteur suisse, en tout cas suisse roman. Alors je lui ai dit à Agota, elle me dit, mais bien sûr, moi j'aime beaucoup Zoé, etc. Et puis elle me passe un texte. Et puis, son éditeur dit « Niet, tu as un contrat avec nous, pas permis ». Or, elle était très subtile. Elle a regardé le contrat, elle a dit « Mais le contrat, c'est pour tous les livres qui sont d'imagination, de fiction, mais pas pour les livres autobiographiques. » Et crac, on a eu ce livre, qui est encore mieux que beaucoup de livres qu'elle a publiés à cette époque qui étaient des nouvelles. Elle m'a dit, j'ai un petit texte qui a été publié qu'en allemand, qui a été demandé par la revue Tout, qui était son autobiographie. Chaque fois, elle devait envoyer quelques pages de son autobiographie. Ça s'appelle L'Analphabète. Ce n'était paru qu'en allemand, dans le journal Tout. L'éditeur du Seuil ne pouvait pas nous dire non. Agota était enchantée. Et on a eu un succès absolument monstre, mais il faut dire que c'est tellement extraordinaire parce qu'elle est lapidaire, mais elle vous convainc totalement. Vous voyez, ça commence par « je lis, c'est comme une maladie, je lis tout ce qui me tombe sous la main, sous les yeux, journaux, livres d'école, affiches, bouts de papier trouvés dans la rue, recettes de cuisine, livres d'enfants, tout ce qui est imprimé. J'ai 4 ans, la guerre vient de commencer. » C'est tout comme ça. Et elle montre par son livre qu'à cause de la guerre, elle est devenue une analphabète,
parce qu'elle a dû quitter son pays. Et quand elle est venue en Suisse, elle ne savait pas le français. Et elle était venue avec son mari, parce que son mari devait partir, et lui, je crois qu'il a eu l'occasion de faire des cours et tout. Elle travaillait en usine. Elle estime qu'elle est devenue analphabète. Mais après, elle a quand même fait toute son œuvre en français. Mais elle disait qu'elle était une analphabète. Et une fois, à Paris, au Salon du Livre, un immense débat, c'était Gérard Ledal, quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans l'IB au Monde, qui faisait le débat. Et il lui a dit, mais écoutez, Agota, vous n'êtes pas du tout analphabète. Et puis en plus, la langue française est très belle, vous savez. Vous l'avez apprise. Et Agota a dit, devant tous les Français, non, c'est une langue pauvre, le français. Alors, éclat de rire général. Alors, qu'est-ce qu'est une langue riche? Ben, le hongrois. Parce que toute sa vie, elle a été très malheureuse de ne pas, d'avoir cette langue à l'intérieur d'elle qui ne lui permettait pas, d'après elle, de faire vraiment l'œuvre qu'elle voulait. Voilà. Donc, un écrivain, c'est quelqu'un qui a vraiment eu un besoin absolument fort de mettre quelque chose par écrit. Elle a réussi, même dans une autre langue. Magnifique. Vous avez parlé de Mini-Zoé. Vous êtes la créatrice, l'initiatrice de Mini-Zoé. Pourquoi Mini-Zoé? Était seulement, c'est déjà beaucoup pour donner la parole à des auteurs de romans ou suisses, ou bien parce que c'était une petite collection bon marché qui pouvait attirer davantage de public? C'est tout simple, c'est qu'il y a eu la mode des petits livres très bon marché. Et c'était en italien, ça s'appelait les mille lire. Hein? Et ça, c'était le début des années 90. Hein? Et je me suis dit, ah ben alors ça, il faut le faire, hein, et vite. Et puis, il faut le faire pour la Suisse. Et quand même, c'est très difficile de faire un tout petit livre, surtout on le vendait à 5 francs. Et vous savez, sur les 5 francs, il reste une toute petite partie à l'éditeur, une toute petite à l'auteur aussi. Mais la collection avait pour ambition de prendre un texte de tous les grands auteurs suisses, romans et quelques-uns suisses allemands, et ça a marché. Et Caroline Couteau a continué jusqu'au numéro 100, qui était un texte de Ramu. Elle a arrêté. C'était normal parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de vendre des petits livres. Mais alors, c'était un plaisir fou parce que j'ai pu aller vers beaucoup d'écrivains et dire, vous ne voulez pas entrer dans la collection Mini-Zoé? Et ils étaient d'accord. Ils étaient contents d'avoir un petit livre. Après, ils pouvaient en donner facilement. Et ils étaient très soignés. Il y avait toujours le texte et le postface qui expliquaient qui était l'auteur. Et c'est vraiment charmant si vous avez toute cette collection. Vous connaissez beaucoup de choses sur la littérature en Suisse avec ça. Et puis, c'est plus sympathique. Alors, les encyclopédies, c'est très bien, c'est très utile. Ou les dictionnaires. Mais ça, c'est vraiment sympathique d'avoir des tas de petits livres. Fantastique et fantastique. Hein. Pour parler un peu de gloire, je rappelle quand même que les éditions Zoé, au moment où vous les dirigiez, en 2009, a reçu un prix étonnant qu'aucun éditeur suisse n'a jamais reçu, le prix féminin étranger avec Maurice Alapoule de Tchoke. Voilà. Mathias Tchoke, un auteur suisse qui habite à Berlin. Et ces livres-là étaient très, très bien, mais moi, je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté qu'on aurait même des grands prix en France. Donc, j'y allais, on a eu plusieurs prix à Saint-Malo. Mais alors, un des grands prix d'automne, comme les maisons... D'abord, si vous ne savez pas, pour le concours, il faut avoir une raison sociale en France. Une maison suisse ne peut pas demander avoir le concours. Mais le prix féminin, il y a le prix féminin, le prix féminin essai et le prix féminin étranger. Et j'ai vu qu'il y avait une des membres du prix féminin qui a fait une émission avec Mathias Tchoke, parce que vraiment, bon, j'ai une attachée de presse en France qui m'a appris le métier, j'ai énormément de contacts et c'était quelque chose de très heureux. On avait d'excellents rapports. Alors, quand cette femme a reçu Mathias Tchoke dans son émission de radio et que j'ai su qu'elle était dans le jury du prix féminin, d'ailleurs, elle a tout de suite dit je le propose au prix. Et puis après, j'ai pu avoir des contacts avec plusieurs des femmes du jury. Mais pour vous dire, quand j'avais des contacts avec un éditeur ou avec un journaliste ou avec quelqu'un d'un prix, je lisais leurs textes. Parce qu'ils étaient toujours écrivains aussi. Pas tous, mais je lisais au moins un texte d'eux. Sans ça, pour moi, je ne peux pas avoir des vrais rapports avec quelqu'un.
s'il est écrit, il faut que j'ai lu pour comprendre. Et alors, ça a marché. Ça a marché. Il a eu le prix féminin étranger. Et ça, c'était, je ne dirais pas que c'était une immense affaire commerciale, mais, c'était extrêmement étonnant, énormément de C'est quand même une reconnaissance du milieu parisien aussi, si on prend comme ça. Oui, mais moi, je n'ai jamais pensé que ce n'était pas reconnu. Je pense qu'il faut avoir les contacts avec ce qu'on aime, chercher des liens. Alors, il n'y a plus l'idée de la reconnaissance. Je ne vais pas leur dire, vous êtes des étrangers. Et donc, ils ne vont pas non plus me le dire. Et alors après, ça s'est extrêmement bien passé, presque avec tout le monde. Mais alors, voilà, je connais bien la hiérarchie là-bas. Voilà. Et je crois que Caroline Couteau continue aussi comme ça. Donc, c'est vrai que ce n'est pas très facile, mais il faut en aucun cas y aller comme quelqu'un d'inférieur. Une leçon. Il faut dire que quand on a publié plus de 50 auteurs romans, plus de 30 auteurs alémaniques, qu'on a fait des traductions d'italien, d'espagnol, de russe et sans doute d'autres choses, on peut garder cette verticalité dont j'ai parlé au début et se présenter droit dans ses bottes. Je ne sais pas si c'est droit dans les bottes, mais c'est en tout cas, puisqu'on porte des écrits d'autres gens, on les porte, on est responsable et c'est nos textes qui doivent passer, absolument. Alors voilà, c'est automatique. Mais Grasset avait fait une fois tout un texte en disant faire de l'édition, c'est faire la guerre, il faut que les livres se voient mieux que les autres, c'est une pure affaire de guerre. Et je me souviens que j'avais fait toute une conférence sur non, faire de l'édition, c'est l'amour, c'est pas la guerre. Mais je sais très bien que c'est la guerre aussi. Alors voilà, c'est tout. C'est simplement ça. Avoir conscience de ça. Hein? Mais c'était, voilà. Alors, sur ce beau message d'amour, à moins que vous vouliez terminer sur autre chose, nous pourrons peut-être passer aux questions du public, s'il y en a. Je pense que c'est une possibilité. Mais évidemment, c'est extrêmement gênant de choisir une chose, c'est presque impossible. Mais je dirais qu'en tout cas, les poèmes de Nicolas Bouvier, le dehors et le dedans, c'est absolument essentiel parce que ce sont des poèmes qui sont toujours datés et situés, donc pas du tout difficiles en tant que poésie. Et c'est aussi important que tous ces grands livres de voyage, donc le dehors et le dedans de Nicolas Bouvier. Oui, alors c'est une question importante. Et dès qu'il y a eu la possibilité, Zoé a même profité d'une aide française, d'un programme français pour l'aide aux livres numériques, puisqu'on connaissait des éditeurs. Donc, je ne sais pas si tous les livres sont numériques, mais une grande partie existe en version numérique. Ah, merci beaucoup. Ce n'est pas tout à fait comme on l'a cru que les jeunes ne veulent que du numérique, ce n'est pas du tout comme ça. Ils aiment encore les livres, tout le monde aime les livres, mais parfois quelqu'un qui voyage a besoin d'avoir les livres numériques ou quelqu'un qui n'a pas de place, etc. Donc le livre numérique, il existe en plus, il y a une place qui est beaucoup moins effrayante que ce qu'on pensait au moment où ça a commencé, où on nous disait il n'y aura plus de livres, etc. Donc oui, tous les livres continuent à exister et le maximum de livres, je n'ai pas regardé le catalogue Zoé en numérique, mais beaucoup existent en numérique. Oui. Et on l'a fait dès le début. Et on peut les emprunter dans des bibliothèques aussi en numérique. Non, malheureusement pas, mais en 83, en même temps que la collection Mini Zoé, j'ai créé la collection Écrit d'ailleurs. Et Écrit d'ailleurs, c'était pour ouvrir au monde, mais les auteurs, Bessie Head, Nouruddin Farah, etc., c'était toujours des auteurs qui avaient deux cultures et deux langues.
C'était ça notre collection. Parce que vous savez probablement que les éditeurs français traduisent principalement de l'anglais, que tous les grands livres américains sont traduits. Donc, nous n'avions pas besoin d'aller dans ce domaine, mais l'écrivain africain de la Somalie que nous avons publié, il a aussi été publié en France, Noureddin Farah, avec plusieurs langues, il écrivait en anglais, mais il avait eu 3 autres langues avant, et Bessie Head, qui venait de l'Afrique du Sud, en fait, de Lesotho, avait aussi 2 langues. Et c'est resté le principe de la correction des gens qui ont 2 cultures. C'est normal, en tant que Suisse, c'est notre particularité. Donc voilà, et la correction continue. Alors, je ne l'étudie plus comme s'il fallait que je me situe. Ce que je vois quand même, parce que je lis pas mal de journaux, forcément, puis je suis quand même en contact avec Zoé, c'est qu'il y a beaucoup de livres qui sont publiés, il y a beaucoup d'éditeurs. Moi, je trouve que c'est vivant. Les aides ont augmenté, ce qui est indispensable. Et aussi, c'est bien soutenu par des institutions, par des salons. Donc, moi, je pense que c'est plutôt une assez bonne époque. Je ne parle pas de cette dernière année. Donc, voilà, il me semble que c'est très vivant. Voilà, et qu'il y a beaucoup de diversité. Bon, ce que parfois, moi, je n'aurais pas voulu avoir une maison qui n'a pas de diffuseur en France. Parce qu'on publie de bons livres, mais ça reste... mais il y a par exemple une maison qui s'est créée bien après nous, mais qui publie pas énormément, mais qui a une bonne diffusion en France, c'est Hero Limit. Eh bien, ils y sont arrivés, même avec pas énormément de livres, ils ont quand même leur structure en France. Moi, je pense que ça, c'est quand même important d'aller aussi loin que possible. Mais enfin, il y a aussi des éditeurs voilà, qui éditent ici, qui vendent ici. Ça me paraît plutôt riche. Ça, c'est l'édition en général. Pour les éditions Zoé, quels seraient les défis de ces prochaines années, même si vous n'y êtes plus, mais... Ah non, ça, je ne peux pas dire que c'est me mettre à la place de quelqu'un qui a sa sensibilité et qui développe très bien. Donc, il y a beaucoup plus développé de gros livres de littérature romande. Moi, j'étais plus suisse que romande. Hein? Toujours pour des questions de ce qu'on a vécu et de ce qu'on... Voilà, et elle a fait des très gros livres, très, très importants. Plus, il y a aussi des textes étrangers qui ont... Voilà, je pense que c'est une maison qui va très, très bien. Alors, je remercie beaucoup Marlise Pietri et bien sûr l'organisation de Connaissance 3 pour ce beau moment, j'espère, pour tout le monde. Merci. Merci, Jean-Daniel.